Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce début de semaine. En Côte d'Ivoire, quel est l'état d'avancement des travaux de l'échangeur Akwaba dans la commune de Port-Boué? Quel est leur impact sur le trafic routier? Réponse à ces questions dans quelques instants. Hors de chez nous, assumant sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque menée par le Hamas, le chef du renseignement militaire israélien a présenté sa démission. Merci pour votre fidélité. Parlons gastronomie avec nos reporters Perpétue Pankakra et Maïssa Kogei qui nous invitent à une balade culinaire en Chine. Les mets y sont très variés, colorés et surtout délicieux. Une gastronomie chinoise qui attire de plus en plus les Ivoiriens. Dégustons donc ces plats qui donnent envie. Bon appétit. Décor féerique, cadre enchanteur, nous ne sommes ni à Shanghai ni à Pékin. Nous sommes dans un restaurant chinois à Abidjan. J'ai trouvé le Côte d'Ivoire, il manque l'accent chinois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Mais depuis 2016, j'ai créé un restaurant chinois. Et puis pour montrer aux gens, la nourriture des Chinois, c'est comment. Et puis avec en Chine, avec la Côte d'Ivoire, il y a des agricultures à apprendre. Chaque plat servi dans ce cadre a une décoration spéciale. Le personnel travaille d'arrache-pied pour satisfaire la clientèle. D'abord, vous venez comme vous ne connaissez pas, vous pouvez vous présenter à nous, on va vous aider aussi. Moi, personnellement, quand je suis venu voir au début, je me suis dit que mais c'est quelle nourriture ça. Mais quand j'ai goûté, je me suis lancé au bout. Ici, la table à manger et la cuisinière sont combinées pour le mets spécial appelé fondu, l'un des plats les plus prisés dans la gastronomie chinoise. Et bien d'autres mets. L'art culinaire chinois attire de plus en plus d'Ivoiriens. Seuls ou en famille, ils viennent savourer ces mets. En mangeant chinois, je sens un peu les mets africains parce qu'il y a tout ce qu'on a ici en Afrique qui se retrouve aussi dans les restaurants chinois. Mais c'est la cuisine un peu qui diffère, la manière de cuisiner qui diffère. Et on sent qu'il y a tout dans le repas en fait. Voilà, un repas chinois, tu retrouves tout. Or, chez nous, par contre, si c'est le djumblé, tu as le djumblé ici, tu as tous les légumes, tu as tous les fruits. Voilà. Donc, on vient ici 2-3 fois par mois. La nourriture chinoise est très bonne. Elle est très bonne déjà pour la santé. Et ça, c'est déjà le premier facteur que j'aime bien à l'intérieur de la nourriture chinoise. Et aussi le fait qu'on touche à plusieurs plats à la fois. Donc, on n'est pas obligé de se contenter d'un seul plat, mais on peut manger au moins une vingtaine de plats. Des plats qui sont très bons, qui sont naturels et qui apportent beaucoup de vitamines au corps aussi. Plus besoin de voyager pour déguster ces menus colorés, variés, au goût exquis, accessibles à tous. Direction la ville de Bouaké, où l'Organisation des jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière a doté plusieurs établissements scolaires de ralentisseurs de vitesse ou d'ODAN. Il s'agit pour les initiateurs de prévenir et de lutter contre les accidents aux abords des écoles. Le reportage de Boubacar Silla est commenté par Charles Tatou. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la route tue environ 500 enfants et fait plus de 5000 blessés par jour en Afrique. Les écoliers sont les plus touchés. En Côte d'Ivoire, 40% des accidents dont les enfants sont victimes surviennent aux abords des établissements scolaires, précisément au début et à la fin des heures de cours. Une situation préoccupante. Pour prévenir les accidents, l'ONG OJCR, Organisation des jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière, et ses partenaires ont initié le projet d'amélioration des infrastructures routières autour des écoles. Il s'agit d'installer des ralentisseurs de vitesse communément appelés d'ODAN avec des bandes blanches surplombées par des panneaux de signalisation aux abords des établissements scolaires. À Bouaké, ce sont les groupes scolaires Kokor 1 et 2 et Ngatakro, les premières écoles bénéficiaires. Quand nous mettons ces infrastructures en place, avec des dodanes, avec des signalisations, ces mesures-là obligent les automobilistes à ralentir dans ces zones scolaires. Les partenaires du projet et les autorités locales réitèrent leur engagement à soutenir l'OJCR dans ses actions. C'est la vitesse
qui tue. La vitesse doit vraiment être à 30 km/h au moins dans ces zones scolaires. L'Agence française de développement est heureuse d'accompagner les autorités et l'ensemble des parties prenantes. L'inauguration des infrastructures routières améliorées au groupe scolaire Koko 1 et 2 est la 5e du genre dans le pays après Abidjan. En plus des installations, le projet comprend un programme pédagogique sur le code de la route. Autre sujet à présent, le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, informe les candidats retardataires à l'examen du BTS 2024 de la réouverture de la plateforme d'inscription du lundi 22 à 0h au dimanche 28 avril à 23h59. Selon le communiqué, il est indiqué aux candidats retardataires inscrits qu'ils pourront déposer leur dossier et faire leurs enrôlements biométriques du 29 avril au 3 mai auprès des équipes du ministère. Retour dans la région du Béquet pour parler solidarité cette fois. Le conseil régional apporte son soutien à la pouponnière de Boaké qui a vu sa clôture s'effondrer après une pluie diluvienne. Le président Jacques Assaouré Konan a délégué une équipe pour la réhabilitation de la clôture de ce centre d'accueil. Compte rendu, Kader Sogodogo. Une délégation du conseil régional de Béquet suit les décombres de la clôture de la pouponnière de Boaké dans le quartier Dar es Salaam. La délégation mandatée par le président du conseil régional de Béquet, le ministre Jacques Assaouré Konan, constate l'ampleur des dégâts de la pluie diluvienne survenue le jeudi 21 mars 2024 sur le centre d'accueil. Nous étions dans le dénouement total, vu l'insécurité qui s'impose à nous. Nous avons essayé de faire quelque chose. Vous voyez la clôture qui est de fortune avec des tôles en attendant que des autorités viennent nous assister. On a saisi les autorités locales, dont le conseil régional, qui a été prompte, qui a diligenté une équipe qui est venue constater les faits. Donc aujourd'hui, ces choses faites, ils ont voulu nous accompagner dans cette urgence vraiment sécuritaire pour nos enfants. Le représentant du président du conseil régional de Béquet réaffirme l'engagement de la collectivité territoriale à soutenir la population. Monsieur le ministre, président du conseil régional de Béquet, il a trouvé un entrepreneur pour venir reprendre les travaux de la clôture parce qu'il faut dire que les enfants, plus de 300 enfants étaient en insécurité et c'est une clôture de fortune qui a été mise en place et il nous a instruit de venir et faire en sorte que les enfants soient en sécurité dans cette institution qu'est la pouponnière de Boaké. À ce jour, une clôture de fortune est dressée pour protéger les 300 pensionnaires de la pouponnière de Boaké. D'une longueur de 35 mètres, le mur en ruine sera réhabilité par le conseil régional. Fin des travaux de réhabilitation dans 2 mois. Intéressons-nous à présent à la préservation de l'environnement. Depuis 51 ans, la réserve de faune et de flore du Haut-Badaman abrite une biodiversité remarquable au cœur de la Côte d'Ivoire. Cependant, la pression de l'homme ne cesse de menacer ce pilier de la préservation environnementale situé entre les régions du Hambol, du Poro et du Worodougou. Face à cette situation, l'Office ivoirien des parcs et réserves déploie des efforts considérables pour protéger ce patrimoine naturel. Des précisions avec Laure Goretti et Kader Sogodogo. La réserve de faune et flore du Haut-Bandama, d'une superficie de 122 162 hectares, est située entre les régions du Hambol, du Poro et du Worodougou. Cette réserve abrite une faune variée, notamment des éléphants, des buffles, des antilopes et autres. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, est en charge de la gestion et de la conservation de cette réserve qui subit des pressions anthropiques. Pour sa mission de conservation de cette réserve, l'OIPR associe la population en ciblant les tradis praticiens pour être des ambassadeurs auprès des populations. L'OIPR ne travaille pas en vase clos. L'OIPR travaille avec des partenaires et c'est une alliance que nous venons tisser aujourd'hui avec un médecin traditionnel qui a pour matière première les ressources que nous protégeons. Et donc nous venons tisser ce partenariat-là, lui dire de nous aider à la conservation. Cette année, on a eu tellement de feux de brousse. Mais le feu est venu pourquoi? Parce que tout était sec. Par l'effet du soleil. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas parce qu'on a détruit toutes nos forêts. Ici, dans ce village de Kachouno, dans le département de Kachoula, Kone Nyenyeri, tradit praticien, utilise des plantes comme moyen de guérison.
Pour lui, certaines plantes sont devenues rares. Aller là pour aller chercher des médicaments, on voit loin. Avant, on cherchait à côté là. Maintenant, on voit loin. Jusqu'à Maraba, bon, on sort devant Fronon là-bas. Voilà, donc il n'y a plus bon bois encore. Si tu n'as pas l'eau loin. En retour, plusieurs actions sont menées pour aider à trouver des solutions à ces besoins et perpétuer l'activité. Nous exhortons vraiment les populations, tous ceux qui vivent autour des parcs et réserves, à préserver ces espaces-là, sans lesquels vraiment beaucoup de choses vont manquer à l'humanité dans le futur. En cette année 2024, la réserve de faune et flore du Haut-Bandama a 51 ans. Une célébration placée sous le thème « Conservation des ressources naturelles pour une médecine traditionnelle durable ». L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, entend impliquer davantage les populations dans ces actions de protection de l'environnement à travers des séances de sensibilisation. Un mot de religion dans cette édition, l'Église missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire a organisé du samedi 20 au dimanche 21 avril dernier un programme de prière et d'évangélisation dénommé Week-end du salut et de guérison dans la commune d'Adjamé. Les détails avec Justin Kwasi et Assita Diarra. À l'église communautaire missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire, CMCCI, d'Adjamé Liberté, c'est jour de prière et d'adoration. Nous sommes au week-end des saluts et de guérison. Ce moment de spiritualité vise à la purification des âmes. Ce week-end-là a pour but le salut des âmes perdues et la délivrance des familles, aussi la bénédiction à tous les niveaux. Voilà, donc c'est à l'intention des populations. Pour ceux qui étaient là, ils ont vu comment le Seigneur s'est glorifié. Il y a beaucoup d'âmes qui ont été sauvées, il y a des délivrances qui ont été opérées et l'œuvre de Dieu avance. Après ce travail d'évangélisation, nous allons nous engager à les conduire dans des différents processus de délivrance. Parce que si les brebis ne sont pas délivrées, elles ne peuvent pas persévérer dans la foi. En quête de délivrance et du salut, les fidèles n'ont pas hésité à prendre part à cette activité qui leur a permis de raffermir leur foi en Dieu. Personnellement, ça m'a apporté deux choses. La première chose, ça m'a ramené en fait à la grande commission du Seigneur Jésus-Christ concernant le salut des âmes. La deuxième chose, c'est que ça me ramène à moi-même revoir ma vie par rapport à ces temps qui courent concernant le cœur. Ce qui m'a véritablement marqué, c'est que nous sentons la présence de Dieu. Vous comprenez? Nous sentons que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Nous avons prié, jeûné. On a crié au Seigneur qu'il soit présent dans ces périodes-là. Effectivement, le Seigneur Jésus est présent. Placé sous le thème « Je te donnerai un cœur nouveau », ce programme de prière et d'évangélisation a vu la participation de plus de 3000 personnes, selon les initiateurs. Parlons sport à présent. Un cross populaire a été organisé le vendredi dernier à Bouaké pour rendre hommage à feu Joseph Tareg, journaliste mythique de Radio Bouaké. Cette troisième édition du cross a été lancée par le président du conseil régional du Béquet, Jacques Assaoré Konan, parrain de cette activité sportive initiée par Youssouf Bamba. Retrouvons Laure Goretti et Kader Sogodogo. Coup d'envoi de la troisième édition du cross populaire Joseph Tareg, organisé dans la ville de Bouaké, à cette icône de la radiodiffusion ivoirienne, décédé le 8 février 2002. Environ un millier d'adolescents, de jeunes, de femmes et d'hommes, classés en catégorie minime, seniors et vétérans, prennent part à ce cross couru sur une distance de 5 et 10 km. Première de ma catégorie. Et sur le choix, je suis très heureuse d'avoir remporté ce trophée. La famille de l'illustre disparu traduit sa gratitude. Le père était beaucoup connu dans la région et il est resté un modèle jusqu'à son départ. La particularité et ce qui rend aujourd'hui cette cérémonie assez intéressante, c'est qu'il y a la sous-préfecture de Kouebo, c'est-à-dire le village même de Feu Joseph Tareg, qui a participé aujourd'hui à ce cross populaire. Bamba Youssouf, promoteur de cette journée d'hommage et ex-collaborateur
de Joseph Tareg au sein du groupe RDI se dit satisfait de cette participation massive de plusieurs départements. Nous avons été encadrés par des aînés qui nous ont donné les rudiments un peu de ce métier de journaliste. Ça nous a énormément formés. On pense qu'il faut pouvoir rendre hommage à ceux qui ont été à la base donc, de ce travail de formation. Le parrain du CROSS, le ministre Jacques Assaouré-Konan, président du conseil régional de Béquet, salue l'initiative et souhaite qu'elle s'étende davantage à toute la Côte d'Ivoire. Mon ambition, c'est que non seulement ce CROSS soit national, mais à une brève échéance, il faut que ce soit un CROSS international. Il faut qu'il y ait la participation de tous les départements. Rendez-vous a été pris pour 2025 pour la 4e édition. Retour à Abidjan pour fermer le chapitre national de ce journal. Depuis le démarrage des travaux au carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué, le trafic routier est modifié. En plus des heures de pointe, la fluidité routière n'est pas au beau fixe aux heures intermédiaires. Voici le constat de Yacouba Koulibaly, commenté par Asita Diara. Carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué. Les travaux de l'échangeur du rond-point font beaucoup parler d'eux du fait de la fréquence des ralentissements et d'embouteillages. Une situation pénible pour les chauffeurs des véhicules de transport en commun qui peinent à faire la recette. Les travaux ont un impact sur notre activité, on n'arrive pas à faire les recettes à cause des embouteillages. Cet automobiliste déplore quant à lui les longues heures d'attente qui impactent son activité. En tout cas, j'apprécie tout ce qui sont faits. Mais notre désagrément, c'est sur le trafic routier. C'est vraiment un peu pénible parce que souvent on tape au moins 30 minutes pour aller d'un endroit à un autre. On espère que les travaux vont avancer pour que vraiment on peut avoir une bonne circulation. Pour veiller à la sécurité des piétons, des voies de déviation sont tracées par le maître d'ouvrage. Une situation saluée par les bénéficiaires. Les travaux de Carrefour Akwaba nous ont fait changer d'itinéraire vraiment. Avant on passait par la voie là. Mais maintenant, comme c'est fermé, on est obligé de passer par la voie des rails maintenant. C'est encore plus sécurisé. Pour désengorger au quotidien la circulation, une équipe de sécurité routière assure la régulation. Nos activités consistent à faire de telle sorte à ne pas créer de l'embouteillage sur le projet. Et pour cela, nous avons formé des agents de signalisation qui œuvrent à réguler la circulation de sorte à ne pas créer des embouteillages. De plus, dans le cadre des travaux, il a été créé plusieurs voies de déviation qui font qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une nette amélioration de la circulation au niveau du projet Akwaba. En dépit de nombreuses plaintes des usagers, Abdelalim Dey, directeur de l'entreprise en charge des travaux, rassure. On fait le maximum, nous, de ne pas créer des embouteillages et d'assurer la fluidité de la circulation. On dit à toute la population qui passe par ici ou les usagers, pardonnez-nous et soyez avec nous, aidez-nous. Le délai d'achèvement des travaux sera au mois de novembre 2024. Depuis le démarrage des travaux, la circulation n'est pas toujours fluide. Cependant, de nombreuses dispositions sont mises en place pour réduire les désagréments. À l'international, c'est l'inquiétude en Éthiopie après que des violences aient été rapportées entre les régions du Tigré et de l'Amhara. Cette ambassade, dont celle des États-Unis, du Royaume-Uni ou encore de la France, ont publié hier un communiqué conjoint pour faire part de leurs préoccupations. Depuis plusieurs jours, les forces tigréennes et amaras se battent pour le district de Raya Alamata. Direction le Moyen-Orient pour terminer, le chef du renseignement militaire israélien, le général Aaron Aliva, a présenté sa démission, assumant sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque sans précédent menée le 7 octobre dernier par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, a annoncé l'armée en pleine offensive dans le territoire palestinien. Israël célèbre ce lundi le début de la Pâque juive, marquée cette année par l'absence des 129 otages retenus à Gaza. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.